Nombreux aujourd'hui à nous suivre pour cette cinquième épisode des Échos du Labo des Histoires. Merci beaucoup d'être présents. Je le répète une dernière fois, désolé, c'est pas un tic de langage, mais à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, merci de bien couper vos micros pour éviter toute interférence durant nos échanges. Du coup, je vous propose de commencer, donc 45 minutes ensemble, pour vous parler un petit peu de conception et d'animation d'ateliers d'écriture créative. Et donc, on va pouvoir échanger avec Elsa Pellegri qui est avec nous aujourd'hui. Juste avant de commencer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore le Labo des Histoires, quelques mots sur l'association. Du coup, nous sommes une association qui allons bientôt fêter nos 15 ans. Et donc, c'est une association nationale dont la mission est de démocratiser la pratique de l'écriture chez les enfants, chez les 6-25 ans, donc adolescents et jeunes adultes, et d'en faire un moyen d'insertion culturelle et sociale. Du coup, on organise chaque année sur tout le territoire, sur nos 10 antennes actives aujourd'hui au sein du Labo des Histoires, à peu près 3000 ateliers d'écriture créative, donc sur plein de projets différents, avec plein de personnalités différentes. Et parallèlement à ça, on organise également des concours d'écriture, comme c'est le cas en ce moment si vous allez sur le site du Labo des Histoires, et des formations. C'est le sujet d'ailleurs d'aujourd'hui. Pour vous dire également que aujourd'hui, on a du coup la chance de vous parler aussi d'ateliers d'écriture créative. C'est véritablement ce qui nous porte au Labo des Histoires. Ce sont ces projets. C'est notamment aller vers les jeunes qui ne pratiquent pas l'écriture en temps habituel, et c'est de monter des projets qui leur permettent de leur donner le goût de l'écriture et qui leur, évidemment, leur permettent de découvrir d'ouvrir parfois des horizons qui sont très enrichissants pour eux. Du coup, pour cette visio, on a la chance aujourd'hui d'avoir Elsa Pellegri avec nous. Bonjour Elsa. Bonjour Stéphane. Et bah écoute, c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Alors, celles et ceux qui ont regardé les Échos du Labo ont pu la croiser en tant qu'intervieweuse, et aujourd'hui, bah, c'est en tant qu'invitée, Elsa, que tu es avec nous. Elsa, peut-être que tu pourrais te présenter brièvement. Oui, alors bonjour à toutes et tous. Alors moi donc je dirige une antenne du Labo des Histoires, celle qui est implantée à Pantin en Seine-Saint-Denis et qui couvre les 3 départements de l'Est francilien, donc Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et Seine-et-Marne. Et donc j'organise environ 250 à 300 ateliers par an, ce qui représente une soixantaine de projets dans plein de structures différentes, avec une spécificité sur mon antenne, c'est qu'il y a pas mal de publics dits du champ social, donc des associations, par exemple des mineurs non accompagnés. Je travaille aussi beaucoup avec le secteur médical, hospitalier et enfin avec le milieu scolaire. Et en plus de mon rôle de directrice, je suis aussi la référente formation au Labo des Histoires. Donc c'est moi qui anime une bonne partie des sessions de formation qu'on propose depuis maintenant plus de 5 ans. Très bien, Elsa. Du coup, combien de formations à peu près tu as animé depuis que tu es au Labo des Histoires? Alors depuis que je suis au Labo des Histoires, je dirais 7-8. J'en avais animé dans une autre partie de ma vie, puisque ce que je n'ai pas dit encore, c'est qu'avant d'être directrice du Labo des Histoires, j'animais moi-même des ateliers d'écriture créative et que c'est par ce chemin-là que je suis arrivée au Labo des Histoires côté organisation. Bah, très bien, Elsa. Bah, du coup, tu vas nous partager un petit peu toutes tes expériences. Je vous propose du coup de commencer avec le programme. Le programme, du coup, on a à peu près une trentaine de minutes d'échange avec Elsa sur 3 grandes parties. Tout d'abord, une définition, c'est quoi un atelier d'écriture créative? J'en suis sûr, au vu des réponses au questionnaire qu'on vous a envoyé il y a quelques jours, pour celles et ceux qui ont pu y répondre, que vous y connaissez déjà, enfin, vous connaissez déjà bien évidemment cette définition, ce qu'est un atelier d'écriture créative. On vous parlera ensuite de tout ce qui compose un atelier d'écriture, donc les ingrédients un petit peu d'un atelier. Et enfin, on évoquera les obstacles, les défis d'un atelier d'écriture, car il y a beaucoup d'enjeux évidemment autour d'un atelier. Et puis, bien évidemment, enfin, on vous parlera de la formation, des formations du Labo des Histoires qu'on propose en 2026. Et enfin, on prendra toutes vos questions. Thibaut, qui est à mes côtés, récolte toutes les questions que vous posez sur le chat. Donc, n'hésitez pas, durant tout au long de ces échanges, de poser vos questions. Et on prendra le temps d'y répondre, de répondre à un maximum de questions. Du coup, je vous propose qu'on passe tout de suite à cette première partie. C'est quoi un atelier d'écriture créative? Donc, comme je vous l'ai dit, il y a quelques jours, un questionnaire a été envoyé. On vous a demandé votre définition. Et Elsa, je crois que tu as lu les réponses des questionnaires. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les réponses des participants et participantes?
Oui, bien sûr, donc évidemment, j'ai lu vos réponses. Je trouvais ça très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de mots, qui reviennent aussi dans nos présentations, nous, quand on évoque, notre activité, notamment la joie, la libération, l'aspect ludique, mais aussi de l'autre côté pour que ce soit équilibré, le cadre sécurisant et puis enfin l'objectif quand même de ces ateliers d'écriture, à savoir la découverte de sa propre écriture ou le jeu avec les mots. Je vous cite 3 définitions que j'ai bien aimées, ce qui ne veut pas du tout dire que les autres ne m'ont pas plu. J'ai notamment noté une définition qui disait: «Un moment joyeux pendant lequel les idées fusent». Donc j'ai bien aimé les idées qui fusaient. J'ai aussi noté une autre définition, de l'un ou l'une d'entre vous qui évoquait un espace serein, safe, qui vibre fort et qui laisse la place à l'écriture, créativité, imagination de se déployer. Et enfin, la dernière définition qui m'a plu et qu'on vous empruntera peut-être, qui sait, c'était une bulle bienveillante dans laquelle les participants se sentent libres de s'exprimer. D'accord, donc du coup, trois définitions assez complémentaires. Du coup, et toi, Elisa, tu peux nous dire ta propre définition peut-être d'un atelier d'écriture créative? Ce serait laquelle? Alors, bah, un peu l'ensemble et évidemment, je vais tricher un peu, parce que, à force de travailler dans ce secteur, j'ai lu tellement de définitions qui m'ont plu que c'est très dur d'en faire une synthèse. Donc pour compléter ce que je viens de dire et qui venait, de celles et ceux qui sont peut-être, avec nous aujourd'hui, je vais vous citer 3 autres définitions, issues de 3 livres de personnes qui ont écrit et pratiqué beaucoup les ateliers d'écriture. Donc la première, ce serait: «L'atelier d'écriture est le lieu par excellence où peut se déployer l'intelligence intuitive du monde et où cette intuition peut inventer des territoires». Donc ça vient d'un auteur qui s'appelle Philippe Berthaud. Et ce que je trouve intéressant dans cette définition, pardon, c'est vraiment le terme intelligence intuitive, puisque l'écriture n'est pas forcément considérée comme intuitive et elle ne fait pas forcément appel à cette notion-là quand on la pratique dans le milieu scolaire. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette définition. Une autre définition que j'aime bien, c'est: «L'atelier d'écriture est un formidable vecteur pour l'appropriation de la littérature et tirer son propre plaisir de l'écriture, y prendre du risque, apprendre à situer sa singularité dans la diversité des démarches d'écrivain». Donc cette définition-ci vient de François Bon, qui est vraiment une référence en la matière, d'atelier d'écriture, qui a eu un site internet pendant longtemps, qui est un peu moins actif aujourd'hui, je crois, et qui a écrit, plusieurs ouvrages, notamment «Tous les mots sont adultes», pour raconter toutes ses expériences d'atelier d'écriture. Et dans cette définition-là, ce que j'aime, c'est le terme appropriation de la littérature. Donc vraiment, à nouveau, se dire que la littérature, c'est un peu un bien commun et que c'est pas du tout réservé aux experts. Et évidemment, le mot plaisir de l'écriture et le mot risque qui va avec. Lui, il a aussi une autre définition qui dit l'atelier d'écriture, c'est de la dynamite par rapport à ce que tu disais tout à l'heure aussi sur les enjeux de ce qui peut se passer. Je trouve que c'est intéressant comme notion. Et enfin, je proposerai cette troisième définition: un atelier d'écriture est une pratique humaine où de l'écrit est produit collectivement, qui a pour conséquence de modifier les représentations des participants sur la langue et les textes, aussi bien que sur leur propre capacité à s'approprier l'écrit. Donc là, ça vient de Odette et Michel Neumayer dans un livre qui s'appelle «Animer un atelier d'écriture». Donc ce que j'aime bien là, c'est qu'on retrouve la notion d'appropriation, donc vraiment faire de l'écrit quelque chose qui nous est propre. Et ce que j'aime aussi, c'est, l'idée que c'est une pratique collective. Et oui, et c'est là où Elsa, c'est important. Quand tu parles notamment de collectif, évidemment, quand on fait un atelier d'écriture ou quand on partage un atelier d'écriture créative, ça a été mon cas par exemple, on voit bien l'importance de l'aspect du collectif. Est-ce que cette notion essentielle, elle est omniprésente sur tous les ateliers? Bah, oui, on essaie et moi, c'est vrai que c'est ça que je trouve assez, intéressant et unique dans l'atelier d'écriture créative, c'est que c'est un moment où on pratique l'écriture, ensemble, même si évidemment, il y a plusieurs modalités et que chacun peut écrire à un moment individuellement. Mais c'est ça que je trouve assez, unique, c'est que c'est un temps où on pratique, collectivement une activité d'habitude, individuelle et considérée par beaucoup comme solitaire. Du coup, j'ai une question un petit peu évidente comme ça, mais quand on fait un atelier de cuisine ou je sais pas, un atelier de peinture, est-ce que justement par rapport à un atelier d'écriture créative, c'est la même chose ou au contraire, est-ce qu'il y a des particularités, des choses qui diffèrent un petit peu?
Bah, ce qui est, pareil, c'est qu'on est ensemble pour faire quelque chose qui a priori nous plaît. Après, moi, je distinguerais peut-être pas tant l'atelier d'écriture de d'autres pratiques artistiques, mais plutôt d'autres cadres où on utilise l'écriture et notamment, je crois que j'en ai parlé rapidement tout à l'heure, du milieu scolaire, parce que ce qui est important dans tout atelier d'écriture et encore plus pour nous au Labo des Histoires, où on s'adresse surtout à des jeunes, ou des un petit peu moins jeunes, mais qui quand même sont, encore dans leurs études ou pas loin, c'est que pendant très longtemps, depuis qu'on est petit et jusqu'à l'âge adulte, l'écriture, c'est souvent associé au milieu scolaire puis professionnel. Et nous, ce qu'on essaie de faire dans nos ateliers d'écriture créative, c'est vraiment de redonner la place à la créativité, à la spontanéité, et pour sortir un peu l'écriture du carcan scolaire dans lequel elle peut être enfermée. Oui, c'est important de le dire, un atelier d'écriture créative, ça, en effet, ce n'est pas un atelier qu'on peut faire en classe dans le cadre du milieu scolaire. C'est un petit peu différent. On peut le faire quand même en milieu scolaire, mais on essaie d'aborder l'écriture de manière différente. C'est vrai, c'est ça une nuance. Alors justement, entrons dans le vif du sujet d'un atelier d'écriture et qu'est-ce qui compose un petit peu un atelier d'écriture. Alors on ne parle pas de cuisine évidemment, mais on parle bien d'écriture. Mais est-ce que quand même, Elsa, tu pourrais éventuellement nous délivrer les recettes, les ingrédients qui permettent de faire une recette idéale, une recette parfaite un peu d'un atelier d'écriture créative? Oui, alors je vais vous présenter, ce qui compose, à notre sens au Labo des Histoires, un atelier d'écriture au sens très large, hein. Donc comme tu le disais, c'est un atelier idéal ou en tout cas complet, sachant que bien sûr ces différentes étapes en réalité, si on a le même groupe pendant plusieurs séances, bah, ça peut s'équilibrer et puis se répartir, un petit peu la première séance et puis on arrive à tout faire sur toutes les séances. Donc sans grande surprise, on commence, le plus souvent, par un tour de table où on se présente et où chacun a l'occasion de se présenter. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je trouve important sur le tour de table dans un atelier d'écriture en tout cas, c'est de se dire que l'idée est peut-être de se présenter sous un angle un peu différent de ce qu'on fait d'habitude et de le faire peut-être directement, par une entrée, écriture ou lecture. Donc ça pourrait être de donner son prénom et je sais pas, le dernier livre qu'on a lu par exemple, mais en tout cas pour partir tout de suite, sur quelque chose qui est dans l'univers de l'écriture ou de la lecture. Ça, c'est le premier temps. Je trouve ça aussi important dans ce temps-là que la personne qui anime l'atelier, se présente en insistant sur, son parcours et elle aussi son rapport, je trouve, aux mots, à la création, et qu'elle puisse redire aussi pourquoi elle est là, pourquoi elle a envie d'animer un atelier d'écriture, en quoi ça fait sens pour elle, de transmettre, comment elle conçoit les choses. Et je trouve que c'est, le moment aussi où on peut un tout petit peu, alors évidemment, faut pas que ce soit trop long, mais faire rentrer dans son univers créatif les personnes qu'on a en face de nous. Donc ça, c'est pour le tour de table, qui est donc la première étape. La deuxième étape, ce serait les jeux d'écriture. Donc là encore, là, c'est très formalisé. Ces jeux peuvent prendre, une forme, beaucoup moins, comment dire? Ritualisée et qui serait aussi, juste échanger à l'oral, faire, un jeu où on invente des rimes, chacun. On peut aussi imaginer que ce soit quelque chose où on est en mouvement dans l'espace, notamment, c'est notamment pertinent pour des enfants à qui on demande souvent d'écrire à table et pour qui ça peut être difficile. Donc là, ça peut être quelque chose dans l'espace où on se lance un ballon en disant, tous les mots, qui nous font penser à une thématique, donnée. Et puis une fois qu'on a fait donc ces 2 moments qui peuvent être faits, hors d'une table et qui peuvent être faits, voilà, de manière, moins formelle, on peut passer à un temps d'écriture qui serait vraiment le cœur de ce qu'on imagine quand on pense à un atelier d'écriture, où là, encore une fois de façon assez classique, l'idée c'est d'avoir une thématique, une consigne, et des contraintes. Donc je vais différencier, consigne et contrainte qui sont 2 mots qu'on emploie souvent, quand on parle d'atelier d'écriture, et qui peuvent, se ressembler, vu de loin. Donc la consigne, c'est ce qu'on demande de faire. Donc on peut aussi utiliser le mot inducteur. Donc par exemple, ça va être, bah, écoute Stéphane, écris aujourd'hui une lettre au Père Noël pour lui dire, tout ce que tu as envie d'avoir comme cadeau dans un mois. Ça, c'est la consigne. Et ensuite la contrainte, ça pourrait être: «Ta lettre, elle doit pas être trop longue, ce serait bien que tu demandes pas trop de cadeaux». Donc première contrainte, par exemple, ce serait la taille et la deuxième contrainte, ce serait: «Bah, écoute Stéphane, pioche dans, tous les petits mots qu'on a préparés, 4 mots que tu dois placer dans ta lettre, même s'ils n'ont absolument rien à voir». Donc, cacahuète, chaussettes et saperlipopette. Bon là, je me suis rajouté une contrainte en induisant, des rimes. C'est pas mal. Ouais. Voilà. Donc ce temps d'écriture, en général, c'est un peu le cœur de ce qui se passe en atelier et on y reviendra. C'est là qu'on peut appréhender que certains puissent avoir des difficultés. C'est vraiment là où chaque participant est vraiment face à ce que représente l'écriture pour lui et comment ça peut se passer, sachant que ça peut aussi se faire seul ou en binôme ou à plusieurs. Mais en tout cas, c'est un peu le cœur, je dirais, de l'atelier d'écriture et ça va avec le temps où on lit son texte.
qui pour moi, alors les avis peuvent être, divergents à ce sujet, mais moi j'estime que c'est vraiment, aussi important, voire encore plus important, que le temps où on écrit. Parce que comme on le disait tout à l'heure, ce qui est, unique dans l'atelier d'écriture, c'est que c'est un moment où on écrit collectivement, en tout cas ensemble. Et moi ce que j'ai adoré quand j'ai découvert les ateliers d'écriture en tant que participante ou, témoin au début, c'était justement l'extrême variété, des textes qui sont, écrits et donc lus, par chacun des participants. Et moi, c'est vraiment le moment que je préfère. Je trouve que le moment où une personne qu'on n'a peut-être jamais vue dans sa vie, nous lit un texte, qu'elle vient d'écrire, il y a quelque chose qui est assez magique parce que d'un coup, on rentre dans son imaginaire, on rentre dans son univers. Et je trouve que raison pour laquelle la lecture est importante. Donc là encore, on pourra y revenir, mais c'est un moment qui, en contrepartie, est assez exigeant parce que ça demande quand même déjà de dévoiler quelque chose qu'on vient d'écrire et puis de lire devant les autres, ce qui, peut représenter pas mal de difficultés. Donc ça, je dirais qu'une fois qu'on a fait, écriture-lecture, on a fait l'essentiel de l'atelier et ensuite on a le temps où la personne qui anime, mais aussi les autres participants et participantes font des retours, sur ce qui vient d'être lu. Donc, selon l'âge, l'expérience des participants, ces retours peuvent être, assez basiques et juste dire: «Ah bah merci, j'étais super content, d'entendre ton texte». Et évidemment, au fur et à mesure, si c'est un groupe qu'on a, souvent et puis, c'est aussi à mon avis un des rôles les plus importants de la personne qui anime. L'idée, c'est de pouvoir, recevoir ce texte et d'en faire un retour qui apporte quelque chose à la personne qui vient de le lire, que ce soit pas une critique, même constructive, mais plutôt, une sorte de miroir qu'on tend et qui dit: «Beh, voilà, moi, ton texte, quand je l'entends, ça me fait, surgir cette image, ça me provoque telle ou telle émotion» ou «Tiens, de ton texte, j'ai retenu surtout, ce passage». Voilà, c'est presque neutre, mais en tout cas, ça ne donne pas de jugement, mais ça permet à la personne qui écrit, et qui a lu son texte de se sentir entendue et puis d'avoir un écho de, bah, qu'est-ce que ça fait comme, bah, comme écho justement chez l'autre quand moi je lis mon texte. Ça, je dirais que c'est quand même les parties, un peu présentes dans tous les ateliers, même si ça peut être premier atelier on écrit et puis deuxième atelier on lit et cetera. Et ensuite selon l'objectif final du projet, on peut avoir 2 autres temps qui seraient, du coup un peu facultatifs. Donc si on a un objectif de donner à lire ou à entendre ou à voir ces textes en dehors du cadre de l'atelier, il y a un temps qui est celui de la réécriture pour vérifier que, les textes sont correctement orthographiés, qu'on n'a pas envie de changer un petit détail. Et là, c'est important aussi parce que ça peut, permettre de montrer, si je pense notamment à un public jeune, bah, ce qui se passe entre le moment où on écrit et puis le moment où peut-être on va être publié. Quand on est écrivain et que peut-être on a écrit un texte que l'éditeur a repris, que nous-mêmes on a repris et qu'ensuite ce texte est publié. Donc évidemment, on rentre pas dans tout le détail de ce processus, mais ça donne un petit aperçu. Donc ce temps de réécriture, il est clairement pas présent sur tous les projets, mais il peut exister. Et le temps final, qui serait celui de la valorisation, où là encore, selon les projets, elle peut prendre, des formes très différentes. Ça peut être, un recueil, imprimé, à 100 exemplaires, hein, ça peut être juste un temps où on partage entre nous les textes, et ça peut être une exposition, un concert, que sais-je. Eh ben, merci Elisa, ça fait évidemment pas mal d'étapes, mais on voit bien évidemment tout ce la logique qu'il y a évidemment dans la constitution de ces étapes. D'ailleurs, avec tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que justement tous ces ingrédients ou ces étapes, on appelle ça comme on veut, sont duplicables pour n'importe quel type d'atelier? Est-ce que c'est valable pour n'importe quel genre pour le coup? Oui, c'est ce que je disais, je pense que pour nous, c'est vraiment les ingrédients, dont enfin, en tout cas, sur lesquels on peut pas faire, comment dire? Qu'on peut pas éviter, d'avoir en tête quand on conçoit et quand on anime un atelier. Mais après, comme je le disais, les 2 derniers, on peut, ne pas y penser si on est dans un atelier de découverte et les autres, on peut leur donner le temps et la forme, qu'on souhaite, évidemment en adaptant au maximum à son public. Parce que si on a un public qui est très en difficulté avec la langue française, quelle que soit la raison, ou avec le fait d'écrire et de lire et de dévoiler ce qu'on a écrit devant d'autres personnes, bah, par exemple, le temps de jeu d'écriture que j'ai décrit moi comme, une petite introduction pourrait en fait prendre 2-3 séances et puis ce serait les séances d'après où on commencerait à se mettre à table pour écrire. Donc en fait, on peut, étendre, presque enfin à l'infini non, mais on peut, étendre autant que nécessaire en fonction du public qu'on a et varier les propositions, passer par des détours si c'est nécessaire. Donc je dirais que le cadre est celui-ci, mais qu'après le temps qu'on accorde à chaque, partie, peut vraiment dépendre du public et évidemment de l'objectif du cycle d'atelier. Et donc du coup là, tu l'as évoqué rapidement. Du coup, est-ce que le choix du thème d'un atelier est essentiel? Et finalement, c'est ça aussi qui va différer parfois sur un atelier. Est-ce que c'est ça le plus important?
Alors la thématique est importante évidemment, après selon le contexte, elle peut être imposée. Enfin là encore une fois je parle au nom du labo des histoires. Parfois on nous demande d'intervenir, spécifiquement sur, le vivre ensemble. Là j'ai le cas en ce moment donc je le cite. Donc là, on n'a pas trop le choix. Il y a des thématiques qui peuvent être plus ou moins bien, acceptées par le groupe de jeunes. Mais c'est vrai que la thématique le plus souvent finalement, je dirais pas que c'est secondaire, mais je dirais que l'intérêt de l'atelier d'écriture, c'est justement de s'adapter à n'importe quelle thématique. En revanche, je pense que la principale question pour réfléchir au contenu de son atelier d'écriture, c'est plutôt, le public. Évidemment, il y aura une différence entre l'image qu'on s'en est fait avant de les rencontrer pour la première fois et puis, bah, la réalité une fois qu'on sera face à elles et eux, qui nécessitera sans doute encore plus d'adaptation. Oui, comme tu dis, c'est vrai que le public, évidemment, c'est pas selon le cas dans lequel on fait l'atelier, évidemment, l'âge des participants ou évidemment leurs conditions dans lesquelles on fait l'atelier. J'imagine que parfois on n'a pas du tout les mêmes, bah, voilà, la même approche. On en parlera d'ailleurs un petit peu après sur justement les obstacles. Du coup, on y est. C'est la troisième partie de cette visio, les obstacles et les défis d'un atelier. Là encore, on vous a envoyé il y a quelques jours un questionnaire avec cette question, selon vous, quels sont les obstacles, un petit peu des grands obstacles en tout cas d'un atelier d'écriture. Et du coup, vous avez pu identifier quelques éléments. Alors, je peux vous les partager avec vous. Du coup, vous parliez par exemple le fait de trouver un public, donc on en parlait à l'instant, de se faire connaître évidemment quand on veut commencer à se lancer dans l'animation d'atelier. Le manque de confiance et de compétences, évidemment, donc, toute nouvelle chose, j'imagine, c'est toujours un peu la peur aussi de la légitimité, c'est évoqué dans vos réponses, de ne pas être à la hauteur. Et puis, enfin, vous avez parlé de la structure d'un atelier, les méthodes d'animation aussi qu'on doit mettre en place. C'est aussi pour ça d'ailleurs que nous, on fait des formations, c'est aussi par rapport à des méthodes qui peuvent s'adapter à vos conditions d'atelier. Toi, Elsa, par rapport un petit peu à toutes ces réponses, notamment la légitimité, par exemple, qu'est-ce que ça t'évoque et qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est une notion, un obstacle important? Oui, évidemment et puis qui me surprend pas parce que je pense qu'on se pose toutes et toutes la question, de la légitimité avant de se lancer dans n'importe quelle, activité. Enfin, en tout cas, moi, je me la pose, et je dirais, en fait, que au vu de la variété des profils des personnes qui animent, alors soit au Labo des Histoires, soit ailleurs, moi, je dirais quand même que l'élément, principal, c'est, d'avoir, envie, de le faire. Enfin, c'est un peu basique, mais c'est vrai. De savoir pourquoi on est là, d'avoir envie de transmettre quelque chose et puis, ensuite d'être, vraiment prêt, alors évidemment c'est paradoxal ce que je dis, c'est qu'à la fois il faut avoir envie, à la fois il faut bien se préparer, l'essentiel dans la préparation, c'est évidemment de savoir ce qu'on veut faire, mais de savoir aussi être à l'écoute, des réactions des uns des autres et en fonction de leurs réactions, de pouvoir adapter, ce qu'on a en tête et à mon sens, la légitimité, elle vient pas forcément de son parcours, universitaire ou professionnel. On a des personnes qui sont auteurs, autrices et auxquelles beaucoup de structures font appel spontanément pour animer des ateliers d'écriture. Alors, certains d'entre eux sont super et le font extrêmement bien. D'autres, bah, c'est pas leur truc parce qu'en fait, c'est quand même différent, de créer et d'inventer des romans, aussi, super soient-ils et d'être face à des personnes et d'être vraiment là pour les aider eux, à déclencher leur créativité, à accompagner, pour les accompagner à développer leur écriture. Donc c'est deux compétences qui sont différentes, qui sont parfois réunies chez les mêmes personnes, même assez souvent. Et à l'inverse, on a des personnes qui sont pas, reconnues comme auteurs, autrices, officiels, mais qui font de super, animateurs d'ateliers d'écriture parce que, eux-mêmes sont quand même dans la recherche créative et ils savent, Oula. Alors, Elsa, ton micro a été coupé. Excuse-moi, je ne sais pas pourquoi. oui, je l'ai vu, moi aussi sur mon écran. Donc je disais qu'il y en a des personnes qui ne sont pas auteurs, autrices et qui peuvent, par contre animer, de supers ateliers parce qu'ils savent être à l'écoute des créateurs, créatrices en herbe et savoir repérer chez eux ce qui doit être nourri et encouragé. Ouais. Du coup, je fais une petite parenthèse. Il y a beaucoup de questions, je sais, qui te sont posées, Elsa, et on les prendra dans quelques minutes quand on aura terminé un petit peu de présenter ces grandes étapes, enfin en tout cas ces trois chapitres. J'ai aussi désolé pour les petites de micro il y a quelques instants. Elsa, est-ce qu'il y a d'autres obstacles que tu vois, toi, par rapport à l'animation d'ateliers d'écriture ou des choses sur lesquelles il faut être attentif en tout cas?
Ouais, alors moi, les 3 éléments que je mets souvent en avant, c'est, le fait d'avoir, toujours en tête que quand on parle, globalement, on a une chance sur 2, voire plus, de pas être compris. Envers qui que ce soit, mais alors encore plus nous vers les publics auxquels on s'adresse, qui sont parfois assez loin de nous, pour, plein de raisons. Donc bien faire attention à quand on exprime et quand on expose ce qu'on va faire, d'avoir préparé, une multitude de façons de le dire différentes, d'avoir proposé, pas mal de consignes, d'appoint. C'est-à-dire que si ce que je demande à une personne, ça lui plaît pas, elle a pas envie de le faire, comme de fait on n'est pas à l'école, bah, elle est pas du tout obligée. Donc l'idée c'est d'avoir, plein d'autres, outils avec soi, pour lui proposer d'autres activités qui vont dans le même sens, mais qui lui permettent d'être dans un espace où il ou elle est plus à l'aise. Donc je dirais vraiment cette capacité d'adaptation et une boîte à outils assez gigantesque qu'on voit pas forcément, parce que si tout se passe comme on a imaginé, toute cette petite boîte à outils de secours n'est pas dévoilée. Donc je dirais que c'est ça un des premiers enjeux. Et les deux autres, c'est, alors il y en a un qui est très lié, c'est savoir vraiment essayer de comprendre si blocage il y a chez une personne, pourquoi, et d'essayer de débloquer ça, sans le débloquer non plus à tout prix, parce que parfois il y a des personnes qui viennent en atelier, qui n'écrivent pas, mais qui en fait sont très contentes d'être venues et qui ont écouté des textes, et c'était largement suffisant pour elles cette fois-ci. Encore une fois, selon l'objectif qu'on s'est posé, c'est pas nécessairement un problème. Et le troisième élément sur lequel j'insiste beaucoup, je crois qu'il y a des personnes qui sont déjà venues à nos formations, qui écoutent cette visio et qui m'ont déjà entendu le dire souvent, c'est le moment des retours. Donc le moment où la personne a lu son texte et où l'animatrice et où ensuite les autres participants font ses retours. Et je trouve que c'est ça qui est très important, parce que c'est quand même, comment dire? Hyper exigeant, pour, quelqu'un d'écrire puis de lire, et donc la qualité des retours pour moi, la pertinence de ce qu'on dit, et la manière dont on l'accueille, vraiment c'est ce qui fait la la bienveillance, même si ce mot est galvaudé, mais en tout cas je crois que quelqu'un avait évoqué un cocon ou une bulle dans les définitions, enfin le fait qu'on est bien dans cet atelier. Et ça, c'est très important du coup, et je vois qu'il y a des questions aussi qui passent et qui reviendront un petit peu justement sur la notion de public, d'homogénéité, de cocon, de convivialité. Je pense que on aurait besoin d'avoir, Elsa, avec ton expérience, que tu nous partages peut-être un exemple concret, un exemple qui te vient en tête pour illustrer tout ce que tu viens de nous dire, viens nous dire un exemple d'atelier notamment qui aurait pu très très bien Ouais. se passer ou très très mal se passer, je sais pas. Alors, un exemple assez récent, sur ce que je disais sur, la difficulté tout bêtement à se comprendre, hein, et je pense qu'on la constate en atelier, mais on la constate dans plein d'autres endroits, dans le monde. J'étais en atelier il y a 2 semaines dans un centre social à Romainville. Donc c'est un centre social qui propose de l'aide aux devoirs pour des enfants d'école primaire, en l'occurrence, et on proposait un atelier qui visait à créer des podcasts. On était à la première rencontre, donc on n'était pas du tout, tout de suite en train d'enregistrer quelque chose. Et puis on était avec 5 ou 6 enfants, et dont un qui était assez volubile, qui nous parlait de Michael Jackson et Michael Jordan, donc il y avait des références de Michael, assez anciennes pour son âge. Et puis en fait, donc là, on était très à l'aise, on se dit: «Ah bah super, cet enfant, il est motivé, il parle, ça va être agréable et ça va être sympa pour lui». Et puis on passe au moment où on s'interroge sur, les émotions, parce que c'était la thématique de l'atelier, et on demande à ces enfants, donc celui-ci aussi, d'écrire juste quelques émotions. Et là, on se rend compte qu'on n'est pas du tout compris par cet enfant, qui en fait avait l'air très à l'aise sur certains sujets, mais qui finalement c'était très difficile de rentrer vraiment en communication avec lui. Et on en a parlé d'ailleurs à l'issue de l'atelier avec la responsable du centre, qui n'avait jamais perçu ça non plus chez cet enfant, et qui s'était peut-être fait cette remarque très rapidement le jour même. Donc là, l'atelier a même permis de, voilà, de découvrir, ou en tout cas de mettre l'accent sur peut-être une difficulté de cet enfant. Mais pour revenir au cœur de l'atelier d'écriture, bah, on a su détourner, je dis on parce qu'en l'occurrence j'étais avec la personne qui animait, on a su lui proposer autre chose, c'est-à-dire de passer par le dessin. On avait finalement, nous, établi une liste d'émotions, donc on lui demandait de la faire, on lui a proposé, et à partir de cette liste d'émotions, on s'est assuré qu'il comprenait les mots qui étaient proposés, et lui a proposé de dessiner une scène à laquelle une des émotions lui faisait penser. Et ça, c'est hyper intéressant. Du coup, on voit cette faculté d'adaptation qu'on doit avoir sur le moment, des choses qu'on a pas anticipées, qu'on n'aura pas pu anticiper, hein, une sorte de plan B. Là, on parle de dessin, par exemple. C'est ça qui est important, justement, c'est le fait de pouvoir trouver une idée pour en remplacer Oui. une autre, finalement.
Oui, soit de modalités, soit de consignes en tant que telles. Mais en effet, c'est ce que je disais, il faut vraiment avoir une grosse boîte à outils, qui vient évidemment avec, l'expérience. Plus on a participé à des ateliers ou animé, plus on a ces idées. Eh ben, merci Elsa. Je vous propose d'avancer, puisque l'heure tourne et qu'on va essayer de se tenir à 45 minutes. Notre focus sur les formations du Labo des Histoires, Elsa, on va évidemment en parler quelques minutes. Du coup, ça fait quelques années déjà que le Labo d'Histoire propose des formations auprès de vous, de professionnels ou de personnes qui souhaitent, pourquoi pas, demain animer des ateliers d'écriture. Donc, on a deux offres de formation pour 2026. Est-ce que Elsa, par exemple, tu pourrais nous parler de la première, donc la formation qui a lieu en présentiel à Paris? Oui, alors c'est celle que je connais le mieux pour l'avoir le plus, souvent expérimentée. Donc c'est une formation qui se déroule en 2 jours. La première journée, donc que j'anime en l'occurrence, la première journée, commence par un atelier d'écriture que j'anime également, où, chacun, chacune du coup peut se mettre aussi dans la peau d'une personne qui pratique, en atelier d'écriture. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par, l'animation d'ateliers d'écriture parce que comme je le disais, parfois elles sont autrices ou auteurs ou d'autres professions artistiques et on a déjà fait appel à elles pour animer des ateliers, mais qui finalement se sont jamais retrouvées en position de participer à un atelier. Et je trouve ça important qu'on soit tous et toutes mis dans cette position à un moment, parce qu'ensuite, quand on va animer, c'est important de se dire, ok, rappelle-toi ce que ça t'a fait à toi d'écrire un texte, puis de le lire à d'autres, en se disant en plus qu'a priori les personnes qui ont envie d'animer des ateliers d'écriture ont un rapport plutôt apaisé à l'écriture, mais ça n'empêche pas que ça puisse être difficile. On a eu une autrice assez renommée en atelier, en formation récemment, qui nous a dit, bah, en fait, moi, c'est la première fois que j'écris un texte, un premier jet, et que je le lis à d'autres. Et en fait, ça ne m'était jamais arrivé. Moi, d'habitude, mes premiers jets, je les cache et je les reprends un certain nombre de fois avant de les lire à d'autres. Et elle avait déjà animé des ateliers. Et du coup, ça lui a permis aussi de se dire, bah, c'est vrai que quand même, ce qu'on demande à des personnes, y compris des personnes à l'aise avec l'écriture, c'est pas forcément facile. Donc ça, c'est la première matinée. Ensuite, on en discute à la fois de ce que ça nous a fait en tant que participants, participantes, et puis à la fois de plusieurs aspects théoriques, justement en rentrant un peu plus dans le détail de ce que je vous ai dit sur le contenu d'un atelier, chaque étape, ce que ça pouvait soulever comme question. L'après-midi, je propose un autre type d'atelier d'écriture pour là aussi voir que même quand on est très à l'aise avec l'écrit, il y a des exercices qui nous paraissent beaucoup plus faciles, dans lesquels on est plus à l'aise, et d'autres où c'est plus difficile et que c'est jamais la même chose pour tout le monde. Donc ça, c'est intéressant aussi d'avoir la variété des points de vue, y compris sur un groupe relativement homogène, parce que les personnes qui participent à nos formations, voilà, ne sont pas les mêmes, mais elles ont un profil assez semblable. Dans cet après-midi de la première journée, on aborde aussi la question de la posture de l'animateur, de l'animatrice et la question des principales difficultés et obstacles. Donc là encore, j'en ai dit quelques mots, mais évidemment, on rentre un peu plus dans le détail. Et c'est toujours de manière comment dire, active pour les personnes qui participent à la formation. C'est pas moi qui parle seule, contrairement à ce qui se passe là. Et en fin de première journée, je propose à chacun de choisir un atelier et d'imaginer un atelier qu'il ou elle va animer le lendemain. Donc ça peut être soit seul, soit en binôme. Et donc la deuxième journée est intégralement consacrée à des ateliers proposés par les stagiaires de la formation. Donc où ils ont chacun une petite heure pour animer un atelier en conditions réelles. Et à la fin, évidemment, il y a un petit échange sur ce qui s'est passé, sur la manière dont ça a été perçu. Ce qui permet pour chacune et chacun des participants d'avoir eu à la fois 2 propositions de ma part et 4 en moyenne propositions d'autres personnes qu'eux et de s'être évidemment prêtés à l'exercice, parfois pour la première fois. Très bien. Alors, il y a plein de questions, évidemment, sur des questions pratiques. Mais juste, on vous présente en quelques secondes peut-être la deuxième possibilité, la deuxième formation 2026, qui est une nouveauté au sein du Labo des Histoires. Elsa, c'est une formation en visio. Oui, alors quelques secondes, ça va être dur. Donc ce sera à peu près la même chose, mais en visio, non. La première journée sera très semblable, voire identique, juste avec des petites adaptations pour la visio. Et en revanche, la deuxième journée se transforme en une demi-journée, pour pas mettre en situation les stagiaires d'animer en visio, parce que c'est quand même un autre exercice et c'est souvent pas celui auquel ils se destinent. Mais en revanche, le deuxième temps, qui est donc une demi-journée, sert à ce que chacun, chacune présente son projet. Donc n'anime pas un atelier, mais ait préparé un projet et puisse le présenter. Et de la même manière, ensuite, on en discute et voilà, on peut avoir un échange sur le sujet.
Eh bien, très bien. Du coup, pour vous laisser un maximum de temps de questions qu'on va prendre, je vous pose juste quelques petites questions pratiques, questions courtes, Elsa, à réponse courte. Déjà, le nombre maximum de participants sur cette formation, combien de Une personnes? douzaine, une douzaine. Une douzaine, très bien. Est-ce que cette formation est diplômante? Non, elle n'est pas diplômante. D'accord. Est-ce qu'elle est certifiée Calliope? Oui, ce qui signifie que vous pouvez vous la faire financer au titre de la formation professionnelle, mais je le dis parce que ce sera sans doute une autre question, elle n'est en revanche pas finançable au titre du CPF, malheureusement. Mince, quel dommage, c'était la question que je vais poser après. En revanche, une question que tout le monde se pose, les tarifs et les prix des deux Alors les formations. tarifs, vous pouvez les retrouver sur notre site, mais je vous les donne. Mais voilà, si je vais vite, cette information est présente ailleurs. La formation en présentiel coûte 800 € pour les 2 jours, justement si elle est prise en charge au titre de la formation professionnelle, et 500 € pour les personnes qui la financent de manière individuelle. Et pour la formation en visio, les coûts sont de 550 € au titre de la formation professionnelle et 350 € si c'est un financement individuel. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, comment s'inscrire? Et ça, c'est peut-être aussi une question importante. Du coup, Thibaut va vous mettre dans le fil de discussion, évidemment, le mail pour contacter Elsa. Vous retrouvez également le mail sur cette slide. Et n'hésitez pas à poser des questions directement à Elsa si vous en avez d'autres, ou via le questionnaire qu'on vous enverra aussi à la suite de cette visio. N'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra. En tout cas, il y a une session en visio prévue en février prochain, une session prévue sur Paris au mois de mars et les dates précises, vous les retrouverez évidemment sur ce questionnaire et sur le site. Du coup, vos questions, on les prend. Elsa, il y en a eu beaucoup, évidemment. Eh bien, je vous écoute. Déjà une question vraiment en tant que aussi bénéficiaire d'un atelier, c'est quelque chose que j'ai pu vivre. La timidité, comment on encourage justement les plus timides à partager leur production avec le groupe, surtout quand ils n'aiment pas trop parler. Alors pour moi, ça passe aussi par ce premier temps sur lequel j'ai pas trop insisté, mais c'est aussi, à mon sens, en faisant un tour de table, des jeux d'écriture où en fait chacune aura eu l'occasion de dire un mot, peut-être 2 devant les autres, que déjà cette timidité peut être, brisée sur quelque chose évidemment de moins intimidant que lire un long texte qu'on a écrit. On peut aussi, moi ce que j'aime bien, c'est faire des listes de mots, écrire des petits mots et commencer toujours très petit. Donc parce que c'est moins impressionnant d'écrire 3 mots et de donner les 3 mots qu'on a écrits ou alors qu'on a pioché chez son camarade que de lire directement voilà, un grand texte. Et après, c'est tout ce que je disais aussi sur la bienveillance et l'ambiance de l'atelier, parce qu'évidemment, la timidité va pas disparaître en 5 minutes, ni même en 4 ateliers, mais plus l'atmosphère est bienveillante, plus elle est quand même contrable. Ce mot doit pas exister. Ah, franchement, contrable, si, ça peut se dire. Une question qui ressemble un petit peu à celle qui vient d'être posée sur la gestion des émotions. Enfin, on a évidemment les émotions de l'animateur, peut-être, mais les émotions aussi des bénéficiaires. Comment gérer ces émotions qui peuvent être libérées chez des participants pendant les ateliers? Comment on gère un peu ces situations parfois qui peuvent être parfois très, très émouvantes ou Ouais. très Eh ben, alors là, je répondrai sous 2 aspects. Le premier aspect, c'est le cadre de l'atelier. Nous, au Labo des Histoires, quand on anime des ateliers, enfin, quand les intervenants animent des ateliers, on est souvent, aussi en présence de la personne qui encadre en général les jeunes. Donc, je pense notamment aux ateliers en hôpital psychiatrique, pour prendre la situation extrême, quoique des émotions fortes peuvent naître à peu près à n'importe quel moment. Mais il faut bien faire la part des choses, à mon sens, entre ce qui relève de l'animateur, animatrice d'atelier et ce qui peut relever d'un autre cadre d'accompagnement du jeune. Je parle encore plutôt du public du Labo des Histoires. Et pour ça, à mon sens, le rôle de l'animateur, animatrice, c'est important qu'il reste du côté de la littérature, en tout cas de la création, et que si l'émotion naît dans le texte ou autour du texte, qu'on puisse justement faire des retours, et c'est pour ça que les retours sont très difficiles et très importants, faire des retours sur pourquoi ce texte fait naître de l'émotion, mais en s'ancrant vraiment sur l'aspect littéraire et pas en essayant d'interpréter par rapport à la vie du jeune qu'on ne connaît pas et c'est pas notre rôle. Donc je dirais, alors je l'ai répondu très vite et on pourrait en parler longtemps, mais en tout cas je dirais que c'est les 2 angles sur lesquels je peux insister et de rappeler aussi qu'il existe de l'art thérapie qu'on ne fait pas nous,
voilà, qui va être encore plus, à même d'intégrer, les émotions dans une pratique, d'écriture. Mais c'est pas notre mission ni notre rôle, au Labo des histoires. Alors, une question, il y en a plusieurs, mais alors des questions courtes, réponses courtes sur la durée des ateliers proposés par le Labo des Histoires, le nombre de participants en moyenne. Alors, au Labo des histoires, le nombre de participants d'abord, ça va de 3-4, ce qui est pas très confortable, jusqu'à une classe entière, ce qui n'est pas confortable non plus. L'idéal, c'est un peu comme la formation, c'est-à-dire que c'est une dizaine. Sur la durée, en gros, pour faire très rapide et un peu caricatural, plus les personnes sont à l'aise avec l'écrit, plus l'atelier peut être long. Donc évidemment, ça peut dépendre de l'âge et on propose souvent des ateliers plus courts aux petits et plus longs aux grands, mais ça dépend de beaucoup d'autres facteurs. Mais globalement, on va être sur des ateliers d'1 heure et quelques, à l'école primaire, parfois plus courts. L'atelier dont je parlais en centre social là, à Romainville, c'est 45 minutes pour des petits groupes de 6, parce que parfois on se rend compte qu'en fait avec les petits, il vaut mieux faire assez court avec peu d'enfants plutôt que 1 h 30 à 12. Et puis quand on arrive à partir du collège, lycée, on peut être sur 2 heures. D'accord, et d'ailleurs, je précise que c'est une étude que vous pourrez retrouver d'ailleurs sur le site du Labo d'Histoire. Une étude d'impact a été réalisée par le Labo d'Histoire cette année et parmi les nombreux constats de l'impact et des effets de l'écriture sur les jeunes, on voit que plus les ateliers d'écriture sont longs, plus les impacts sont importants, en tout cas plus les bénéfices sont importants. Et je vais Alors dire si je peux me aussi, permettre Stéphane, je pense que c'était ouais, plus il y a eu d'ateliers d'écriture en tout. oui, 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 c'est ça. Je veux dire que Dans la durée. plus le format, en tout cas, plus le projet d'atelier s'étire sur le temps et plus évidemment les bénéfices sautent aux yeux, en tout cas, sont ressentis. Une autre question, notamment sur l'attitude qu'il faut avoir par rapport à un public hétérogène. Parfois, sur les ateliers, il y a des différences de niveau ou d'âge parfois. Comment on fait pour gérer un groupe parfois qui soit Eh ben, hétérogène? c'est difficile. Ouais. Non, ça fait partie là aussi de toute la boîte à outils qu'on doit avoir, donc je reviens pas forcément dessus parce que je vais redire la même chose. Et l'autre réflexion à avoir, c'est, mais là ça se enfin voilà, je pense que les personnes qui encadrent des groupes, ont déjà ça en tête. Je le vois beaucoup avec des enseignants notamment, c'est est-ce qu'on crée de créer des petits groupes à l'intérieur du grand groupe et après à voir est-ce que ça fonctionne mieux de créer un binôme homogène qui sera peut-être plus en difficulté mais qui pourra avancer à son rythme, ou au contraire un binôme avec une personne plus à l'aise, l'autre un peu moins. Évidemment, l'idéal, ce serait d'avoir un binôme plus à l'aise sur l'écrit, l'autre plus à l'aise sur le fait de lire et de partager dans un monde parfait. Et puis évidemment, on tâtonne et on teste différentes choses. Et c'est aussi pour ça que c'est important de ne pas avoir un groupe trop nombreux, surtout avec des publics hétérogènes, parce qu'on peut passer un peu de temps individuel avec chacun pour adapter la consigne ou aider ceux qui en ont besoin. OK, Elsa, et peut-être une dernière question. N'hésitez pas, on est sur le finish. Alors, si jamais il y a une dernière question qui m'est remontée, eh ben, je la prendrai. Mais jusqu'où peut-on aller sur les retours qu'on peut faire aux jeunes et aux bénéficiaires, notamment des propositions d'approfondissement? Est-ce qu'il y a des suggestions qu'on peut, voilà, est-ce qu'il y a des références éventuellement ou des méthodologies qui permettent de faire, d'approfondir sur ces retours? C'est un peu un des sujets sur lesquels on passe beaucoup de temps en après-midi de formation. Mais oui, il y a des aspects techniques, mais qui sont assez proches en fait d'un travail, pour des personnes qui auraient déjà, je sais pas, soit été prof de français, soit été éditeur ou éditrice, de s'appuyer vraiment sur le texte, et donc par exemple dire, je sais pas, «J'ai noté, que tu utilisais beaucoup de mots du champ lexical je sais pas, du tennis». C'est très intéressant parce qu'en fait ton texte parle d'autre chose, donc voilà, de mentionner qu'on a repéré des rimes, qu'on a repéré, un rythme qui changeait à un certain moment. Donc vraiment essayer d'être juste dans la description de ce qu'on constate dans le texte. Donc ça, c'est vraiment sur quoi faire en première intention sur les retours. Et ensuite, évidemment, selon ce qu'on s'est fixé comme objectif, les retours n'ont pas la même, utilité. C'est-à-dire que si on veut vraiment aboutir, à un texte, presque publiable, ou envoyable à une maison d'édition, on va être beaucoup plus exigeant, mais c'est en général pour un public qui, sait déjà écrire et qui a une ambition aussi personnelle, par exemple. Tout à fait, et d'ailleurs, peut-être qu'on peut aussi, se dire qu'il y a j'imagine que chaque atelier, chaque projet en tout cas mène parfois à des conclusions, des restitutions qui dévoilent parfois des résultats très différents, j'imagine. C'est aussi la nature même du projet parfois qui mène à des résultats, surprenants en tout cas, j'imagine. La nature du projet et puis, on est quand même quasiment toujours, surpris, par,
un ou une participante, enfin, si ce n'est tous, à l'occasion d'un projet et voilà, certains qui se révèlent, d'autres qui ont écrit des choses auxquelles on s'attendait pas du tout. Donc c'est en général plein de surprises à chaque étape. Bah, on va arrêter, du coup, on va arrêter là. Il y a des dernières questions qui arrivent. J'en suis désolé, on va pas pouvoir les prendre, mais je vous propose de garder ces questions, de pouvoir nous les envoyer et on vous répondra, promis, avec Elsa, du mieux possible. Donc, un questionnaire va vous être envoyé. Vous avez également le lien sur le chat. Je précise également que cet échange a été enregistré afin de vous le proposer en replay, puisque vous avez pris des notes et certains d'entre vous pourront évidemment derrière retrouver toutes ces informations. Je précise avant de rendre, évidemment, de remercier Elsa, qu'un prochain rendez-vous va avoir lieu très bientôt, le 10 décembre à 13h, sur l'écriture de bande dessinée avec Kit Toussaint, qui est le parrain de notre concours l'Emoji Story. Je vous propose d'y participer si vous avez envie de participer à ce concours d'écriture qui est ouvert aux adultes, aux ados et aux enfants. Et ce sera l'occasion de parler de bande dessinée avec un super scénariste belge à succès. Elsa, merci beaucoup pour ce Mais de rien. temps. Je pense que tu as été d'une clarté absolue. Vraiment, ça a été un moment pour moi magnifique. Je viens de te le dire. Voilà. Et merci à N'exagérons toutes rien. et à tous vous étiez hyper nombreux. Vous avez été quasiment 120. C'est génial pour nous. N'hésitez pas à revenir vers nous, à revenir vers Elsa. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt, j'espère, pour un nouveau rendez-vous. Au revoir.